Bonsoir, Tour de France en quelques affaires non élucidées, le procès Kons-Boutboul, le meurtre d'un jeune Marocain à Avignon, l'assassinat du député Yann Pia. Tour du monde en 3 étapes, l'étape de l'horreur, Gloucester, Angleterre, 7 cadavres découverts dans la maison d'un homme tranquille. L'étape de l'espoir, Tuzla, Bosnie, l'aéroport est sous contrôle de l'ONU. L'étape du scandale, Washington, États-Unis, l'affaire Whitewater, gêne Bill Clinton. Tour du monde avec un passager, le nouveau directeur du journal Le Monde. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir. Et tour du monde à la voile en moins de 80 jours avec les premières images d'Olivier de Kersauzon qui rattrape peu à peu son retard sur son concurrent Peter Blake. On respirera ainsi le grand air avant de plonger dans une folle actualité. Yann Lavoie. 26h34 après Peter Blake, Kersauzon a doublé le Cap Horn. Et le passage du Cap Horn symbolise pour lui et les marins qui l'accompagnent la fin d'un long calvaire. Quand tu sais que quand tu passes le long, tu peux encore prendre des coups, mais moins, quoi, hein, moins. Et puis c'est quand même c'est la fin du Sud, quoi. Et nous, on a vécu un Sud maritimement passionnant, mais on a vécu dans un tunnel de flotte, de froid et de brume, quoi, hein, pendant 20 jours. Là. On a vu le soleil pour la première fois hier. Avant, tu voyais pas le soleil, hein, tu voyais qu'il y avait un filtre clair quoi, derrière la nébulosité ou la brume. Quoi. Et le vent pousse Kersauzon à la poursuite de Peter Blake. L'amiral est à moins d'une journée de mer derrière le Néo-Zélandais, lancé lui aussi à l'assaut du record du Tour du Monde. Il y a encore quelques semaines, Kersauzon avait 4 jours de retard sur Peter Blake, mais ses choix entre la Nouvelle-Zélande et le Cap Horn se sont révélés être les meilleurs et l'écart a fondu. Désormais, Blake et Kersauzon sont lancés dans un sprint dont l'arrivée est située au large de Brest. Blake et Kersauzon vont se livrer à un vrai duel tactique sur toute la remontée de l'Atlantique. Ce sera celui qui négociera le mieux l'anticyclone de Sainte-Hélène ou le poteau noir. Et à ce jeu-là, c'est souvent celui qui est derrière qui est le mieux placé. À Paris, Bruno Perron s'attend à voir son record tomber. Lui avait atteint le Cap Horn en 53 jours, soit 5 jours de plus que Blake, 4 jours de plus que de Kersauzon. L'Angleterre est horrifiée. Il y avait 7 cadavres dans la maison de l'entrepreneur de maçonnerie Frédéric West. Parmi ces corps, sa propre fille, disparue il y a 7 ans. L'Angleterre est choquée. Il y a peut-être d'autres cadavres dans la maison de cet homme tranquille qui vivait tranquillement dans la ville de Gloucester. Reportage de Christian Marimonneau et Stan Rosenlund. Gloucester, une ville tranquille à l'ouest de l'Angleterre. Hier célèbre pour sa cathédrale, aujourd'hui pour les 7 crimes commis à ce jour par le même homme, Frédéric West, un entrepreneur de 52 ans, un homme ordinaire. Dans sa maison, 7 corps de femmes ont été retrouvés. 3 dans le jardin, 4 dans la cave. 2 corps seulement ont été identifiés. Celui de sa propre fille, Heather, 16 ans, disparue depuis 7 ans, et une jeune femme enceinte. Quand et comment les crimes ont été commis, la police reste discrète. La découverte de cette série d'assassinats était le fruit du hasard suite à une dénonciation. Il y avait quelques rumeurs qui circulaient dans cette rue tranquille et banale, habitée par des gens modestes. On ne pouvait pas se douter que c'était un tueur. Il avait l'air d'un honnête homme, d'une famille respectable. Une rumeur disait qu'il avait des affaires avec des enfants, alors je me suis tenu à l'écart. La police continue de creuser à Cromwell Street. Elle a fait appel à des moyens utilisés lors de la guerre des Falklands, ce qui lui a permis de découvrir les corps dissimulés sous la cave. La police s'intéressera à une autre maison où Frédéric West a habité auparavant. Enfin, au camping où il avait une caravane. L'enquête sera longue. Il faudra retrouver les traces de ses filles disparues et de sa première femme. La police refuse de spéculer sur la découverte d'autres corps, mais elle a reçu beaucoup d'appels évoquant des disparitions dans la région qui sont restées mystérieuses. Quoi qu'il en soit, cet homme apparemment tranquille aura inscrit son nom sur la longue liste des grands criminels de la Grande-Bretagne. C'est le nom de la victime, Jacques Perrot, qui est revenu le plus souvent aujourd'hui au procès de Marie-Elisabeth Kons, accusée de complicité dans l'assassinat de son gendre. Un nom prononcé par son ancienne femme, Dari Boudboul, par sa mère, Yvonne Perrot, et par son ami, Laurent Fabius. Dominique Verdeillan, Daniel Lefebvre. Témoin au mariage de Jacques Perrot en 82, 12 ans plus tard, Laurent Fabius est témoin au procès de Madame Kons. L'ancien Premier ministre visiblement ému. Les 2 hommes se connaissaient depuis leur toute petite enfance. Une passion commune, le cheval. Alors que Jacques était l'exubérance et la vitalité même, en novembre 85, chez nous, il a pleuré. Il avait peur de ne plus revoir son fils Adrien. Laurent Fabius, ami, mais pas confident.
Vous a-t-il fait part de ses craintes, de ses peurs, lui demande le président. Non, je me suis même demandé pourquoi il ne m'en a pas parlé. Laurent Fabius, qui ignorait aussi que son ami enquêtait sur le passé de l'accusé. Il y a eu un assassinat, il ne faut pas l'oublier. Jamais l'oublier. C'était un garçon formidable. Et il faut donc, je dirais, la personne qui est coupable soit châtiée. Votre plus proche ami? C'est un très très bon ami. Jacques Perrot, fidèle en amitié, mais Jacques Perrot ayant aussi une réputation de cavaleur. Flashback sur un coup de foudre qui finit par des filatures d'adultère. Jacques était un charmeur, mais il ne pouvait pas être fidèle. Le week-end, je partais avec Adrien pour empêcher Jacques de le voir. Au 4e jour du procès, le premier face-à-face de deux veuves. La fausse, Madame Cons, la vraie, Dari Boudboul. C'est une image pour moi qui est le symbole de l'erreur judiciaire qu'il va falloir éviter à tout prix. Quant à la mère de Jacques Perrot, elle a toujours pensé que Dari tuerait un jour Jacques. Audience paradoxale, donc, où l'on juge la mère et où l'on condamne la fille. Les jurés de la cour d'assises, eux, ont été les témoins cet après-midi d'un divorce posthume. Le meurtre du jeune Marocain battu samedi à Avignon ne serait pas d'origine raciste. Les enquêteurs retiennent l'hypothèse d'un règlement de compte. Patrice Velay, Christophe Vignal. Un père digne et bouleversé. Son fils, Mohamed, est mort samedi, assassiné d'une balle en pleine tête. Au quartier Montclar, où il habitait, personne ne comprend. Mohamed était connu de la police, certes, mais ni gangster ni trafiquant, selon le procureur. Son père demande simplement justice. Mon fils, il était bien dans la maison, il dort avec tout le monde. Il n'a jamais de problème à la police. Quelques bouquets pour ne pas oublier. Depuis samedi soir, les amis de Mohamed Tajra se sont mobilisés. Preuve des tensions et des suspicions dans la cité, ils ont même tenté d'incendier le tabac du coin. Son gérant vient de passer 36 heures en garde à vue. Dans la soirée, il devrait être libéré. Il est un peu sec, il est un peu sévère. Je crois qu'il me fait l'effet un petit peu d'être un ancien militaire, vous voyez. À ce titre-là, bon, il n'est pas forcément porté à la poésie. C'est pas pour ça qu'on tue les gens, quand même. L'enquête semble écarter ce soir toute hypothèse de crime raciste. D'ailleurs, un nouveau suspect a été placé en garde à vue au commissariat central. Un homme jeune, maghrébin, d'environ 25 ans. Son nom circulait depuis 2 jours, il s'est présenté spontanément aux policiers. Les enquêteurs travaillent donc maintenant sur la piste d'un règlement de compte entre jeunes de la cité. Un travail rendu délicat par l'absence de témoins, officiellement du moins. L'homme ou le groupe qui a commandité l'assassinat de Yann Pia n'est pas identifié, pas encore. Et pour y parvenir, les policiers tentent de comprendre le climat qui règne dans cette région, climat fait de violence et d'intimidation. Ils ont l'intention d'entendre 2 personnalités politiques du Midi que Yann Pia avait citées dans une lettre écrite en janvier 92. Agnès Varamian, Raymond Chaplard. Thierry Roland n'est pas bavard. Le juge qui instruit l'affaire Yann Pia se veut serein. Dans les prochains jours, il procédera à de nouvelles auditions d'hommes politiques et à 2 nouvelles interpellations d'hommes du milieu. Car le juge est en possession d'un courrier de Yann Pia existant en 3 exemplaires, 20 lignes, écrites en janvier 92, dans laquelle le député envisage sa mort brutale. Dans cette lettre, elle cite 5 noms, dont ceux de 2 hommes politiques, Maurice Arex, président du Conseil général du Var, et de Bernard Tapie. Le juge souhaite les entendre à titre de témoins dans cette affaire, ne serait-ce que pour mieux comprendre le contexte politique de l'époque. Si le magistrat instructeur estime que de nouvelles auditions de l'entourage politique de Mme Pia, qui était députée, sont nécessaires, eh bien, il y procédera ou il y fera procéder. Mais nous n'y voyons pas à l'avance d'indications particulières. Concernant les 2 personnes mises en examen, Thierry Roland attend les résultats d'expertise de leurs vêtements et des balles meurtrières pour savoir si ce sont les mêmes que celles retrouvées chez le tueur présumé. Pericolo et Labadi, 2 hommes écroués et que personne ne reconnaît aujourd'hui. Guy Fargette, le frère de Jean-Louis, était responsable de l'affichage de Joseph Cercia, rival politique de Yann Pia. Je connais M. Pericolo, je l'ai connu à l'époque où il travaillait en boîte. Voilà, ça en plus, M. Labadi, je ne le connais pas. Et donc, je l'ai connu à l'époque où il travaillait en boîte, comme j'ai dit aux policiers, mais après, je n'ai pas de fréquentation avec ce monsieur, rien du tout, je ne sais pas
Quelles sont ces relations? Rien du tout. Ce crime a-t-il été commandité? Par qui et pourquoi? Les tueurs ont-ils agi seuls ou ont-ils bénéficié de complicité? Les enquêteurs ne le savent toujours pas. Et si le juge veut prendre son temps, c'est qu'il doit répondre successivement à chacune de ces interrogations. Quand Michel Charasse et Pierre Botton apparaissent au même moment, en un même lieu, les journalistes accourent. Les journalistes ont accouru au tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand qui avait à juger d'un différend entre l'ancien ministre du Budget et l'homme d'affaires, le premier poursuivant le second pour diffamation. Françoise Vallée. Le choc des mots, Michel Charasse n'a pas apprécié. Sur le transfert du dossier Pierre Botton devant la justice, les deux hommes disaient vouloir s'expliquer. Pourtant, cet après-midi, ils ont longtemps essayé de s'éviter, de parler par médias interposés. D'un côté, Michel Charasse, dans un hôtel, s'évertue à sauver son honneur d'ex-ministre. Il est absolument incapable de faire la preuve de ce qu'il avance. Je n'ai pas utilisé, pas plus dans cette affaire que dans une autre, les pouvoirs dont je disposais pour poursuivre quelqu'un sur le plan politique, faire de la vengeance politique, faire de la vengeance personnelle. Je dois dire même mieux, j'ai été d'une grande bienveillance avec lui. De l'autre, dans un restaurant à 100 mètres du palais de justice, Pierre Botton affiche l'image d'un homme serein, éprouvé. Moi, vous savez, je ne demande pas la vengeance. Je demande la justice et je demande seulement que tout le monde assume ses actes comme moi j'ai décidé de les assumer et que la justice utilise les mêmes moyens que ceux qui ont été utilisés pour moi. Vers 17 h, enfin, ils se rendent au palais. Et c'est cette fois devant la justice que les deux hommes doivent s'expliquer. Un duel serré opposera dimanche prochain à Nice au deuxième tour des législatives partielles le candidat RPR, Jean-Paul Baretti, à son adversaire du Front National, Jacques Perrat. 33 voix les ont séparés au premier tour. Du coup, les adversaires habituels du RPR oublient leur divergence avec ce parti. Le mouvement socialiste affirme ne pas vouloir faciliter la victoire de l'extrême droite à Nice et Brice Lalonde, plus explicitement, appelle à voter pour le RPR Jean-Paul Baretti. Thierry Curté, Patrick Voix. Le soleil freinerait-il l'ardeur civique des Niçois? Moins d'1 sur 2 est allé voter hier. Et ce matin, bon nombre d'entre eux ne se sentaient pas vraiment concernés. Pour certains même, les jeux sont faits. Maintenant, au deuxième tour, il y aura les communistes et les socialistes qui voteront pour le maire. Et puis voilà. Pour vous, les jeux sont faits? Ah oui. Ce que ce bon monsieur pressentait devrait bel et bien arriver. Dans la permanence du candidat socialiste arrivé en 3e position, un constat. Patrick Mottard ne peut se maintenir. Mais avec ses 13% de voix, il devient l'arbitre d'un duel entre le maire RPR de Nice, Jean-Paul Baretti, et Jacques Perrat, Front National. De longs conciliabules avant de trancher, Patrick Mottard devrait appeler à faire barrage au Front National. Nous avons un choix désolant pour des démocrates entre un représentant d'un système corrompu, le système de cynisme, et le candidat du Front National. Je dirais simplement que l'instinct de survie démocratique nous commande, non sans répugnance, mais avec une certaine résolution, à voter pour le premier. C'est-à-dire M. Baretti. Une position qui devrait être confirmée dans la soirée et qui modifie la donne de ce second tour. Jacques Perrat disposait sans doute d'une réserve de voix. Il en avait gagné 5000 entre les deux tours de mars 93. Mais il aura cette fois-ci un front uni contre lui. Si le Parti socialiste, qui n'a pas un bon score, c'est le moins qu'on puisse dire, faisait cela, il se discréditerait à l'égard des Niçoises et des Niçois. Mais le faible taux de participation de ce premier tour complique les estimations, il les rend aléatoires, toute surprise ne peut être exclue. Le nouveau directeur du Monde, Jean-Marie Colombani, a regardé très attentivement ces 12 premières minutes, notre une à nous, Jean-Marie Colombani, qui ne ressemble pas à la une du Monde qu'on peut lire chaque jour. Mais nous sommes complémentaires, comme vous le savez, Paul Amar. C'est vrai que le problème de la presse écrite par rapport à la télévision, c'est d'avoir sa propre hiérarchie et d'imposer aux besoins sa propre grille de lecture. En effet, plutôt que de suivre en effet la télévision, je crois qu'il ne faut pas concevoir les choses en termes de concurrence, mais en termes de complémentarité. C'est ce que vous avez écrit dans votre premier article de directeur, les défis que le monde a à relever, notamment contre, j'ai retenu cette phrase, contre la dictature du temps réel, c'est-à-dire la télévision. Contre la télévision, absolument. Voilà, c'est la dictature du temps réel. Je crois qu'on peut apporter, nous, dans 3 domaines. On peut apporter dans l'anticipation, parce qu'on peut toujours, compte tenu de la qualité de nos journalistes, être un peu en avance sur l'information. On peut apporter dans la réflexion, bien sûr, parce que rien de mieux que la presse écrite et un journal comme Le Monde pour prendre la distance nécessaire avec l'événement, pour donner des éclairages historiques, pour approfondir une analyse. Et on peut aussi apporter dans la révélation, parce que dans l'univers dans lequel nous sommes, où nous sommes, nous,
en devoir de faire de l'information face à des entreprises de communication, puisque tout le monde communique, et donc tout le monde veut contrôler l'information, essayer de voir derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière le discours officiel des différentes sphères de pouvoir dans la société. Jean-Marie Colonet, vous dites réflexion, je vous propose une réflexion en temps réel sur ce qu'on vient de montrer. Est-ce que ça témoigne d'une crise morale en France? Ça témoigne en tout cas, il y a une chose qui est très préoccupante pour la démocratie française, qui est le lien qui se fait de plus en plus entre violence et politique. Ce lien qui apparaît, disons, sur le pourtour méditerranéen. Vous vous souvenez de l'affaire près de Perpignan, de ce conseiller qui avait été victime d'un attentat? On s'est aperçu que c'était son rival en politique qui avait été l'auteur de l'attentat. Là, on se demande aussi quelles sont les données politiques de l'affaire Yann Pia. Et ça, je crois que c'est terrible pour une démocratie, parce que la politique est au contraire là pour pacifier une société. Et lorsque la violence s'en mêle, je crois qu'il appartient à l'État de réagir très vite et très fort. On va ouvrir un chapitre qui ressemble davantage à la première page du Monde aujourd'hui, chapitre étranger. Israéliens et Palestiniens ont renoué leurs contacts, mais il n'est pas sûr encore qu'ils aboutissent à une relance des négociations de paix. La situation reste tendue dans les territoires occupés. Olivier Lerner, notre envoyé spécial, a lui-même constaté l'obstination des 450 Israéliens de Hébron à vouloir rester au milieu de 70 000 Palestiniens. Plus blanches que les autres, elles ont été reconstruites. Voici les quelques maisons où vivent 450 juifs entourés par plus de 70 000 Palestiniens. Hébron, ville biblique, ville sacrée, ville sainte par excellence. Juifs et musulmans vénèrent le tombeau des patriarches où sont enterrés Abraham, Yitzhak, Jacob, Sarah, Léa, Rebecca et Ismaël, le fils d'Ibrahim et d'Agar, ajoutent les musulmans. L'implantation de Kiryat Arba est juste à côté, à 2 km, avec ses 6000 colons installés dans du neuf. Mais revenons sur Hébron, sous couvre-feu encore aujourd'hui. 1500 soldats veillent en permanence pour assurer une sécurité minimale. Les accrochages ne datent pas d'aujourd'hui. Ils ont commencé il y a plus de 2000 ans sous Hérode, roi de la Judée-Samarie, qui avait autorisé la construction du tombeau des patriarches. Évacuer Hébron, ce n'est pas sérieux. C'est un non-sens. Ceux qui haïssent Israël se posent cette question. Les Juifs n'ont jamais quitté Hébron, excepté la période où nous avons été chassés par les Arabes. Les Bleicher partagent avec quelques autres un fanatisme religieux à toute épreuve. Ils sont prêts à se barricader, s'il le faut. Bien sûr, ça s'est dégradé depuis quelques jours. On est sous le choc. Mais sortir d'ici, vous plaisantez, c'est comme si tu me disais que le soleil allait tomber par terre. Le domicile des Bleicher ressemble déjà à une forteresse. Les évacuer soulagerait l'armée qui dépense un prix fou en hommes et en matériel pour les protéger et permettrait peut-être la reprise des négociations. Mais déloger ces colons par la force présente également de gros risques incalculables. Mieux vaut mourir que partir, c'est l'ancien grand rabbin d'Israël, Shlomo Goren, qui l'a dit ce soir. Voilà qui devrait conforter la position des 450 juifs de Hébron. Ils savent qu'ils peuvent compter également sur l'appui des 120 000 colons répartis un peu partout dans le pays, prêts à mourir eux aussi pour cette cité, pas tout à fait comme les autres. La fermeté de l'OTAN en Bosnie semble porter ses fruits. L'OTAN réclamait la réouverture de l'aéroport de Tuzla. Elle l'obtient. Dorothée Oliéric. Quelques blindés des Nations Unies sur un aéroport désert. Il est 13h30 aujourd'hui quand les premiers casques bleus font leur entrée dans Tuzla. L'opération Pégase a commencé. Au total, 300 soldats suédois et danois appuyés par 17 transports de troupes blindés et 6 chars lourds. Ils sont là pour remplacer les derniers soldats bosniaques et organiser la réouverture de cet aéroport fermé depuis 10 mois. Il faudra encore attendre 10 jours pour voir débuter le pont aérien qui permettra d'acheminer l'aide humanitaire dans cette enclave musulmane. Les Serbes ont finalement accepté la réouverture de l'aéroport à condition que des observateurs russes soient présents. Aujourd'hui, les combattants étaient retranchés dans les collines. Il y a une semaine, ils bombardaient Tuzla. Un parfum de scandale flotte à Washington autour de la famille Clinton, un parfum provenant d'un ancien projet immobilier du gouverneur Clinton, Jean-Marc Hillouz. Si aujourd'hui le président nous cache la vérité, c'est sérieux. Mais s'il a eu des problèmes financiers à l'époque de la grande faillite des caisses d'épargne, c'est son problème personnel, pas celui des États-Unis. D'abord, à l'époque de Whitewater, il n'était pas encore président. Tout ça, c'est moins important que les réformes qu'il veut faire passer. Ses adversaires républicains veulent l'embarrasser, lui et sa femme. Whitewater, c'est cette propriété constructible, dont le nom est lentement devenu synonyme de scandale, alors même qu'aucune charge ne pèse contre Bill Clinton.
ancien actionnaire de l'immobilière Whitewater, à l'époque où il était gouverneur de l'Arkansas, le président est aujourd'hui soupçonné seulement, d'avoir voulu empêcher la justice américaine de se pencher sur son passé financier. Mais Whitewater est un nom qui sonne comme Watergate, du nom de cet immeuble de Washington où le vulgaire cambriolage d'un local du Parti démocrate aboutit à la démission du président Nixon en août 1974. Pendant 2 ans, le président républicain avait tenté de cacher que ses propres espions étaient responsables du cambriolage. Question, est-on aujourd'hui en présence d'un nouveau Watergate ? C'est vrai, dans les 2 cas, il y a eu tentative de dissimulation de la vérité, mais les 2 affaires sont très différentes. Watergate concernait un président en exercice qui se servit du pouvoir fédéral et des services spéciaux contre ses adversaires politiques à Washington. Oui, mais voilà, aujourd'hui comme hier, Washington, sa presse, ses parlementaires ont horreur des cachotteries et les maladresses de l'entourage du président n'ont pas peu fait pour gonfler l'affaire. Quant à Bill Clinton, il ne pourra pas continuer à gouverner sans répondre. Jean-Marie Colombani, on a dit crise morale pour parler de la France et des pays occidentaux. Pour parler de l'Amérique aussi? En Amérique, le mensonge en politique n'est jamais bien accepté. Et les exemples abondent justement de presse qui se mobilise, d'opinion qui se mobilise contre dès qu'il apparaît le moindre mensonge dans le discours d'un responsable politique. Cela dit, il faut voir aussi que Bill Clinton est un homme qui pour l'instant réussit. Il a réussi à remettre l'économie sur pied, il fait avancer la question sociale aux États-Unis et ses adversaires républicains naturellement sont à l'affût et exploitent la moindre faille. Ça c'est un peu le jeu. Donc ça peut prendre un grand retentissement. Mais ça peut prendre un grand retentissement parce qu'encore une fois, dans cette société-là, tout mensonge peut entraîner des conséquences catastrophiques. Alors que chez nous... Alain Corpha est en prison aujourd'hui à Angers. Il est prothésiste dentaire. Son crime, il a voulu prendre la place d'un dentiste. Florence Bouquilla, Didier Rancoeur. L'homme, par qui le scandale des prothèses dentaires arrive, c'est lui. Et si Alain Korfmat se retrouve derrière les barreaux pour 3 mois, c'est parce que le Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes l'accuse d'être un dangereux denturologiste. Denturologiste, c'est-à-dire fabricant de prothèses dentaires qui ignore délibérément les dentistes. Il traite directement avec le client en toute illégalité. Cette prothèse, c'est une prothèse complète du haut pour une personne qui n'a plus de dents du tout en haut. Et moi, je la vends 2300 francs. Et chez un dentiste, elle peut être vendue combien? Une prothèse de cette qualité-là, chez un dentiste, il faut compter entre 8 et 10 000 et 12 000 francs. Et les clients d'Alain Korfmat étaient présents en nombre cet après-midi pour accompagner leur denturologiste jusqu'aux portes de la prison. J'ai trouvé mon bénéfice, j'ai payé pour mon appareil dentaire 2500. J'avais été voir avant un dentiste, il me demandait 10 000 francs. Voilà bien ce qui en réalité inquiète les dentistes. Reconnaître les denturologistes, comme l'ont fait plusieurs pays européens, équivaudrait à perdre le monopole de la prothèse dentaire. En France, le dentiste prend les empreintes de la bouche, fait fabriquer la prothèse, qui peut ensuite être vendue aux patients de 3 000 à plus de 15 000 francs. Pourquoi? Parce que l'art de fabriquer n'est pas le même. C'est une des raisons, et il y en a beaucoup d'autres encore. Ce qui veut dire que quand on trouve un dentiste qui vous propose une prothèse à 3 000 francs, elle sera forcément moins bonne que celle qui est à 15 000 francs? Pourquoi voulez-vous que nous pratiquions l'art dentaire comme dans un pays collectiviste? Aujourd'hui, les denturologistes sont quelques centaines en France. Certains, comme Alain Korfmat, ont bénéficié d'une véritable formation au Canada. Les autres suivent les cours, illégaux aussi, de l'association des denturologistes. Tous espèrent être un jour reconnus. La guerre du sexe n'aura pas lieu. Le CSA n'interdit plus aux héritiers de Jean Genet, aux fans de Fun Radio, d'avouer à l'antenne, en direct, leurs fantasmes. Il leur demande simplement d'être un peu moins crus. Patrice Randen. Puisqu'il faut une bonne fois pour toutes entendre ce qui se dit sur les ondes de Fun Radio, allons-y. Je me pose une question, c'est à la fin de l'acte, au moment d'éjaculer. Oui. Où est-ce que je peux lui éjaculer? Il y a plusieurs c'est pas con comme dans le préservatif. Il y a plusieurs solutions, oui. Dans le préservatif. Sur les seins. Voilà, c'est parfois plus cru, parfois moins cru, et c'est entre autres ce qui a motivé la double mise en garde du CSA. Le CSA souhaitait que l'animateur n'aborde pas les problèmes de sexualité, mais dit Fool ne change pas ses habitudes. Je sais pas, il y a 4 millions d'auditeurs qui viennent chaque semaine écouter cette émission. Est-ce qu'il y a 4 millions de pervers entre 15 et 25 ans? Je suis pas sûr, quoi. Le CSA souhaitait aussi que l'émission programmée aujourd'hui soit enregistrée. Elle sera diffusée en direct. C'est pas du spectaculaire,
Moi, je suis médecin. C'est comme si vous me demandiez de soigner, je ne sais pas si vous avez des enfants, vous soignez-vous par lettre ou par téléphone, et je trouve la maladie, je vous donne une ordonnance par fax. Ben, je ne le ferai jamais parce que c'est pas honnête. Mais ce soir, le CSA, par le biais d'un communiqué, assouplit sa position, souhaitant surtout qu'il n'y ait pas d'intervention à caractère pornographique. Il est vrai qu'entre-temps, le patron de Fun Radio s'est dit ouvert au dialogue. Il est vrai qu'entre-temps, Alain Carignon s'est exprimé. Le vrai problème, me semble-t-il, c'est sur quels critères juger, comment juger. Et donc, tout ce qui peut être ressenti comme brutal ou unilatéral à l'égard de ces jeunes, peut être compris comme de la censure, doit être récusé. Volonté d'apaisement donc, au moment où se multiplient les pétitions, au moment où se mobilisent les auditeurs. Déjà, ils nous font le SMIC jeune, après ils veulent nous supprimer le VinFun. Voilà, Patricia Charnelet, vous êtes au siège de Fun Radio. Les jeunes gardent donc leur radio. Le pétard n'a pas explosé. En effet, Paul, le pétard a bien failli exploser. Et c'est pourquoi le gouvernement est intervenu par la voix d'Alain Carignon, car il y avait pour lui deux risques, la mobilisation des jeunes et l'accusation de censure. Les rassemblements des auditeurs ce week-end et ce soir encore, vous le voyez, ont bien montré qu'il suffisait de très peu de choses pour provoquer une manifestation plus importante. Souvenez-vous, il y a eu un illustre précédent concernant une autre radio FM, c'était il y a 10 ans, Énergie, des dizaines de milliers de personnes dans la rue pour défendre cette radio alors menacée de sursis. Deuxième souci du gouvernement, ne pas passer pour des censeurs. Jacques Lang ne s'y est pas trompé puisqu'il a été le premier homme politique ce week-end à réagir en parlant, je le cite, d'actes de censure navrants. Pas question donc pour le gouvernement de laisser Jacques Lang défendre seul la nécessité d'une expression libre pour les jeunes, même si elle peut choquer par moments. Donc pour ces raisons, disons, globalement politiques, le CSA et Fun Radio sont invités à trouver des aménagements. Fun Radio a d'ores et déjà gagné une notoriété inespérée. Merci Patricia. Jean-Marie Colombani, je n'ose pas citer à l'antenne les mots que vous rapportez, vous, dans votre journal. Oui. Le Monde, vous assumez. C'est ça le Nouveau Monde ? Écoutez, c'est pas que ce soit le Nouveau Monde, c'est de l'information. C'est de l'information. Et puis c'est le Monde qui avait attiré l'attention aussi sur cette affaire. Mais enfin, cela dit, en dehors de l'excellent papier de Patricia Charnelet, quelle fabuleuse publicité pour cette radio. C'est formidable. À votre avis, c'est pas seulement anecdotique ? C'est pas seulement anecdotique, ça a trait à la psychologie sociale et à la façon, en effet, vous avez cette réflexion tout à fait étonnante de ce jeune qui dit « Ah, ils veulent nous enlever, ils veulent nous imposer le SMIC jeune et puis nous enlever Fun Radio ». C'est ce raccourci-là qui est très intéressant, je trouve. Merci. Restons dans l'air du temps avec le premier film grand public sur le sida et l'homosexualité qui sort à partir de mercredi en France, qui s'appelle Philadelphia, qui est un film américain qui a été vu par Pascal Deschamps et Pascal Stelletta. Parlons du véritable enjeu de ce procès. Avez-vous renvoyé Andrew Beckett parce qu'il avait le sida? La haine qui ressent Monsieur Tout-le-Monde, notre mépris, notre peur. Pour s'adresser à Monsieur Tout-le-Monde, justement, Hollywood a mis le paquet. Un budget de 120 millions de francs, le réalisateur aux 5 Oscars, deux des acteurs les plus populaires du moment, une bande-son concoctée par Bruce Springsteen. Tout ça fait de Philadelphia la première superproduction sur le sida. Pour être vu par le plus grand nombre, un film doit être aussi distrayant qu'émouvant et enrichissant. Qu'est-ce que vous avez sur le front, mon vieux? Comment? Ça? Qu'est-ce qu'il y a là, sur votre front? Le scénario mêle donc suspense et émotion et se déroule le temps de l'agonie, le temps du combat d'un jeune homme qui va tenter de changer le regard méfiant, sinon hostile, que la société en général, son entourage en particulier, porte sur lui. Ça va? Qu'est-ce que vous avez à la figure? J'ai le sida. Ah. Excusez-moi. La grande majorité des Américains, des gens en général, parlent du sida sans savoir ce que c'est, parce qu'ils ne connaissent pas de malade. Alors ce film va peut-être leur permettre de sentir profondément ce que représente la perte de quelqu'un qu'on aime à cause du sida. Ça permet à tout le monde d'en faire l'expérience. Plusieurs verdicts ultérieurs ont établi que le sida devait être assimilé à un handicap aux yeux de la loi, non seulement en raison de l'amoindrissement physique qu'il entraîne, mais aussi parce que les préjugés entourant le sida conduisent à un décès social qui précède le véritable décès physique.
Bouleversant mais pas racoleur, émouvant mais pas mélo, Philadelphia s'adresse au cœur autant qu'à la tête. Philadelphia, étymologiquement, la ville de l'amour fraternel. Le couturier Karl Lagerfeld, qui n'est pourtant plus un ado, doit écouter Fun Radio en dessinant ses modèles. C'est moulant cette année, m'a dit Nicole Cornu-Langlois. Le terme est pudique, mais l'image de Bernard Connor est coquine. Des bottes aux épaules, Karl Lagerfeld joue la transparence, la brillance, le coloriage. La technique est allégée, plus de volants que des drapés serrés et des superpositions fluides. Et tout est basé sur ce qu'on appelle le skin dress, cette espèce de robe dans une matière légère comme un collant, mais c'est du lycra avec cachemire, lycra avec soie, lycra avec des laines très fines. C'est une espèce de gaine pour tout le corps, mais qui gaine pas dans le sens gaine boudinée, au contraire, qui donne une aisance complète et totale. Et vous appelez cela skin dress? Jacques Toubon n'apprécierait pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire, robe de peau ou... non, c'est affreux, ça c'est horrible. Là, en français, ça fait tarte, ça fait vite sous-préfète. La francophonie en mode, ça pose un vrai problème. Mais la mode est à Paris et le langage du costume, lui, est universel. Quoi de plus parlant, de plus évocateur que ce mélange d'impudeur et de rigueur? De quoi vous mettre la tête à l'envers. Chez Dior, on se dévergonde aussi un peu, avec des mini-cuirs bien coupés, bien placés. Mais Gianfranco Ferré reste fidèle à l'impeccable liquette blanche qui fait une partie de sa gloire. On retrouve aussi les diorissimes tenues de Madone des Sleeping, en vaste manteau de cachemire, de l'élégance bien féminine avec un je ne sais quoi de masculin. Un rien canaille, casquette poulbeau, veste de motard qui aurait gagné au loto. Mais la femme Dior, c'est ainsi qu'on l'imagine. Une Marilyn qui n'aurait pas craqué, dorée, divine et mystérieuse, comme autrefois. Grosse bagarre italienne dans le Paris-Nice 94. Hier, Cipollini avait tout juste battu son compatriote Baldato. Aujourd'hui à Nevers, c'est Baldato qui a réglé le sprint devant Cipollini. Fabio Baldato, maillot blanc de la première classique de l'année. En attendant le Col d'Aise, dimanche. Éric Cantona fait un très beau cadeau aux téléspectateurs de France 2 et France 3. Éric Cantona sera le consultant de France Télévisions pour la Coupe du Monde de football. François Brabant. Il fallait oser, Cantona l'a fait. Oui, Canto ira en Amérique cet été avec l'équipe de France Télévisions. L'accord et la formule ont été signés cet après-midi par le président des chaînes publiques, Jean-Pierre Elkabbach, et par l'attaquant vedette de Manchester United. Éric Cantona sera le consultant de France Télévisions pour la World Cup. La finale, le 17 juillet sur France 2, il en sera. Quant au micro, c'est l'assurance anti-cliché et langue de bois, c'est la nouveauté et l'originalité, et comme il le dit lui-même, c'est bien autre chose encore. Il y a plein de choses à rajouter. Mais... Ouais. On ira comme ça. Qu'on fera toute la fête du football en Amérique. En attendant, pour les prochaines Coupes du Monde de foot en 98, il y a l'équipe de France sur le terrain. Ouais, en France. Et puis en plus, on n'aura pas à se qualifier. Quoi. Voilà. Évidemment, on aurait bien aimé qu'il en marque en Amérique des buts comme celui-ci inscrit contre l'Autriche. Mais comme l'équipe de France s'est emmêlée les pinceaux, Picasso a choisi une autre toile, celle de France Télévisions, pour peindre sa Coupe du Monde. Ça n'est pas nous qui nous en plaindrons. Et l'autre cadeau de France de Charlemagne revient en seconde semaine, 20h50. Nous mourrons ensemble. C'est Roland. Vous aurez le temps de regarder, Jean-Marie Convani? Je ne sais pas, non, je n'en suis pas sûr. Merci. Mais mes enfants regarderont. Merci d'avoir été notre invité, donc Merci comme nouveau directeur du Monde. Je dois dire aux téléspectateurs que vous êtes un auteur très prolifique. Il y a encore un livre qui vient de sortir chez Flammarion. La gauche survivra-t-elle aux socialistes? Un constat sévère.
mais lucide sur l'état du pays, l'état politique du pays. Merci et bonsoir. Bonsoir. Dans quelques instants, la météo ensoleillée avec Sophie Davant. 20h50, je vous l'ai dit, je le répète, Charlemagne. 22h30, François de Closet et Martine Alain Regnault vous parleront de la peau, comment avoir une belle peau. 23h50, le dernier journal de Philippe Lefebvre. Et demain matin, Gérard Leclerc recevra Ladislas Poniatowski, le porte-parole du Parti républicain. À demain 20h. Bonsoir, bonne soirée sur France 2 avec Charlemagne. Bonsoir.